Ça, c'est le plus grand club de football du monde, n'en déplaise aux rageux. Le club ultime parmi les géants européens, où tu as une chance de gagner une des champions environ tous les 4 ans, tout en foulant la pelouse de Santiago Bernabéu et vivant ta meilleure vie dans la douceur de la capitale espagnole. Bref, bienvenue au Real Madrid. Et pourtant, en termes de valeur économique, la Maison Blanche n'est que, entre grosses guillemets, la 11e équipe sportive la plus riche du monde. On parle quand même d'un club qui, quand il appuie sur le bouton rouge, est capable de faire des mercatos à 270 millions d'euros en 2009. Alors, allons voir qui est devant le Real Madrid. Les Cowboys de Dallas? Ok. Les Yankees de New York? Les Warriors de Golden State? Les Patriots de New England? Les Rams de Los Angeles, les Giants de New York, les Bears de Chicago, les Raiders de Las Vegas, les Knicks de New York, les Jets de New York. Que des franchises provenant des États-Unis d'Amérique. Et vous inquiétez pas, car cela continue. Dans ce classement effectué par Ford, classant les 50 équipes sportives les plus riches du monde, il n'y a pas moins de 41 équipes provenant des 3 des 4 ligues majeures américaines. La NFL, la NBA et la MLB. Les Américains ont toujours été en avance sur l'Europe d'un point de vue sportif et surtout marketing, c'est indéniable. Ils ont cet art absolu de glorifier le moindre petit détail, de le rendre spectaculaire et unique, avec un petit storytelling à la clé, car sinon, cela ne serait pas les États-Unis d'Amérique. La NBA a une machine marketing qui s'appelait Michael Jordan. Il a fait une virée à Barcelone accompagnée d'une parodie de basket. Et hop, la NBA s'est internationalisée. Alors, ok, maintenant, les Américains ne gagnent plus de MVP. Mais ça, Adam Silver, il s'en fout. Car en 1992, c'est pas les USA qui ont véritablement gagné les jeux. C'est pas Jordan, c'est la NBA. La NFL, elle, c'est un peu différent. La mi-temps de leur finale est inintéressante. Pas grave. On va faire le plus grand show que la Terre entière ait connu. Chaque année qui plus est. Avec les plus grandes stars, les plus grands effets technologiques, la plus grande logistique. Le tout pour seulement 20 minutes. Résultat, le Super Bowl est un des sports les plus suivis au monde, alors que le football américain est un des sports les plus compliqués à comprendre et les plus chiants à regarder si tu ne connais pas les règles, et le Super Bowl sont les 3 heures les plus chères de la télévision de l'année. Dites-vous, le Super Bowl est tellement puissant que chaque artiste se produit bénévolement tellement ils vont être gagnants par la suite. C'est le meilleur bénévolat du monde. Et pourtant, dites-vous bien que ce que je viens de vous dire, c'est même pas ce qui fait 1% de la popularité des ligues américaines. En fin de compte, si c'était seulement le spectacle et le marketing les références du sport américain, le All-Star Game serait le meilleur week-end du calendrier sans contestation possible. C'est en fin de compte sûrement un des pires. Et ce qui est triste dans tout ça, si je prends le basket comme exemple, c'est que la LNB, la Ligue nationale de basket français, n'a repris que cet événement pour l'inclure dans le championnat français, alors que c'était la dernière chose à faire. Et en plus de ça, ils l'ont mis un 30 décembre en plein milieu des vacances de Noël. Ce qui rend les ligues si spéciales, c'est qu'en 2024, tu peux devenir le fan d'une des 30 franchises. Allez, je prends au hasard les Pistons de Détroit. Tu vas être alors la risée de tout Twitter, car ton front office est catastrophique. Mais tu as également autant d'espoir que les fans des 30 autres franchises de la NBA qu'un jour, les Pistons gagnent de nouveau le trophée Larry O'Brien. Comment vendre aux fans des Celtics en octobre 2023 une saison régulière chiante à mourir, où ils vont remporter 60 matchs sur 82, dont un bon nombre avec plus de 10 points d'écart? Parce qu'en avril, il y a les playoffs, et ils ont une réelle chance d'être champions. Comment vendre aux Blazers la même saison régulière de 82 matchs, mais avec cette fois-ci 60 défaites et un fond de jeu immonde? Parce qu'en mai, il y a la loterie, et donc une chance d'avoir le futur prospect générationnel que tout le monde s'arrache et qui va permettre à la franchise de régner sur la ligue entière ces 15 prochaines années. Ça, c'est le fonds de commerce de la NBA depuis 45 ans, mais également de la NFL, de la MNB et de la NHL. Mais pour faire marcher ce fonds de commerce, il faut des règles acceptées par l'ensemble des propriétaires de franchises. La première est la draft. Succession de choix des meilleurs prospects du pays et du monde dans le sens inverse du classement annuel avec un supplément loterie pour la NBA. Ensuite, la répartition équitable entre toutes les franchises des droits télénationaux. Le communisme chez les riches dans le pays le plus capitaliste. La guerre froide. C'était pour les caméras en fin de compte. Et pour finir, le salaire cap. Imaginez juste un instant. Tu es un grand joueur. Le meilleur de ton équipe. Multiple fois All-Star. Tu portes ta franchise sur les épaules. On te prédit un grand avenir. Mais tu vis dans le Minnesota. Et on n'arrive pas à te construire une équipe, car tu vis dans le Minnesota. Tu as forcément envie de partir loin de Minneapolis. Car il fait froid, tu es sûrement entouré plein de racistes qui t'acclament tous les soirs, et t'as rien d'autre à faire que de jouer au basket. En fait, je viens de décrire la situation de Kevin Garnett il y a 10 ans.
Désolé Kevin, t'étais pas le meilleur exemple. Le salarié cap est l'arme absolue pour l'équilibre sportif. Les équipes ont un minimum et un maximum de salaire à faire respecter. Et s'ils le dépassent, tu ne luges sur les taxes. Bon, c'est pas parfait. Certaines équipes en ont rien à foutre d'ailleurs. Mais cela permet de voir une année in Finals Phoenix Suns et Milwaukee Bucks, et l'année suivante, Golden State Warriors, Boston Celtics. Le salary cap est la cerise sur le gâteau réintroduit en 1984 par la NBA et qui permet à chacun d'espérer. Et je vais lâcher ma phrase la plus banale et la plus inutile de la vidéo. Mais quand il y a des sports, il y a de la vie. Et de l'argent pour dépenser mon pass NBA alors que je suis fan des Spurs. Les ligues américaines sont uniques, au propre comme figuré, et bénéficient d'une compétitivité féroce aussi rare qu'importante dans le monde du sport. Faut être un fou de mettre le 14e de cette saison de Première Ligue champion dans 14 mois. C'est pourtant ce qu'ont fait les personnes les plus alcoolisées de l'histoire en 2015. Et ils sont sûrement plus riches que toutes les personnes qui regardent la vidéo, moins compris. Mais on est bien d'accord que ce genre de choses n'arrive pratiquement jamais dans le foot. La Ligue des Champions est une ligue fermée déguisée. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Je m'écarte. Il y a tout de même une ligue qui a une place à part dans le sport américain. C'est la MLB. Ou Major League de Baseball si vous avez la phobie des acronymes. La MLB a toujours été différente des autres. Si toutes les ligues sont d'une façon ou d'une autre issues de la fusion de deux anciennes, la MLB, elle a vraiment deux ligues qui ont des règles différentes qui plus est. Et pas n'importe quelle règle. Tiens, prenons les prolongations. Dans la Ligue nationale, tu t'arrêtes à 1h du matin, ce qui est déjà très tard. Dans la Ligue américaine, tu continues autant que tu veux. Je pense qu'il y avait moyen de s'arranger pour trouver un accord. Après, ce n'est que mon propos. La MLB, c'est l'Amérique dans tout ce qui est plus cliché. Quand la fin de ton championnat s'appelle les séries mondiales. Donc si tu gagnes, tu te considères champion du monde car tu es le seul à pratiquer ce sport. Tu sais déjà que tu te trouves aux USA. Bon, je pense que vous avez compris, on va parler de baseball aujourd'hui. Mais pour ceux qui n'en ont rien à foutre de ce sport, je ne vais pas rentrer en détail dans les règles. Je ne vais pas évoquer le magnifique double retrait des Astros face aux Yankees dans l'Opening Day cette année. Cela n'aurait aucun sens. Je ne maîtrise même pas toutes les règles de ce sport qui m'intéressent de plus en plus, car je suis un nerd de sport qui est capable de se lever à 7h du matin pour voir un Italie-Russie, match de poule de Coupe du Monde de rugby en 2011. Ça n'a aucun sens. Je ne suis pas là pour expliquer un sport. Je suis là pour raconter des histoires. C'est ça la nuance. Et c'est pas n'importe quelle histoire. Non. Celle-ci est d'autant plus importante qu'elle a fait évoluer l'approche du sport dans sa globalité. Aujourd'hui, on va parler de la mythique saison 2001-2002 des Athletics d'Oakland. 269 average, has gone deep a dozen times. Now to pitch, swung on, there's a high drive, hit way back, right center field, that one is gone, and it's 20 consecutive victories for the Oakland. Lui, avec ce pull sûrement acheté chez Jules et la coupe du mec de quarantenaire, c'est-à-dire des cheveux partout sauf sur le front, c'est Billy Beane. C'est un mec banal. Il dégage rien. Tu le croises dans la rue, tu ne te dis pas que ce mec a révolutionné la mentalité d'un sport entier. Et pourtant... Mais avant de devenir l'un des plus grands directeurs généraux de la Ligue, Billy Beane, c'est un frustré. Il fait partie de ces prospects dont on promettait les plus grandes carrières, qui a pris une décision pour l'argent à 18 ans et qui le regrette encore 20 ans après. Il avait le choix en 1980, entre Stanford ou les Mets, et il a choisi la seconde option, parce qu'il y avait un billet de $125 000 annuel à la clé. Et faites pas les mecs matures devant votre télé. On aurait tous pris cette décision. Et le Craig Adams finit avec 5 saisons, 2 séries mondiales, mais on ne joue pas. Donc il l'aimait pas complètement non plus. Et en 1990, il a plus d'équipe. Parce qu'il n'est pas assez bon. En 5 ans, il est passé d'immenses talents à rejeter. Le sport américain est si cruel. Il ne le sait pas encore, mais cet événement va lui permettre de passer de joueur moyen qui nous oubliera très vite à un recruteur fin qui aura un livre écrit pour lui. Cette décision a décidé une carrière. Il n'est pas de celui de directeur général, dosons un peu. Il commencera par être recruteur. Mais pour Billy, ça lui suffit pleinement. Il va gravir les échelons et réussir par la force des choses à obtenir ce poste convoité de directeur général d'Oakland en 1998, qui est un choix de la direction. Les Athletics d'Oakland sont une organisation historique de la Ligue, présente depuis 1904 et ayant glané près de 9 séries mondiales. C'est tout simplement la 4e franchise la plus titrée. D'ailleurs, parmi les champions du dernier siècle de 1989, il y a Billy Beane. Mais il n'a pas joué, donc on va pas refaire l'histoire. Il y a cependant un changement depuis quelques saisons qui est à souligner. Les propriétaires ne sont plus les mêmes depuis 1994 et la mort de A Junior. Si ce dernier était un gentil patron, généreux dans les salaires, c'est pas du tout le cas de Stephen Schott et Ian Hoffman. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit? La MLB, c'est pas comme les autres ligues américaines. Le salary cap, c'est dans un rêve éloigné. Quand Oakland a 39 millions de masse salariale, les Yankees en ont 3 fois plus. C'est colossal. Dans un monde normalement constitué, tu ne peux pas rivaliser quand tu as 3 fois moins de salaire à donner à tes joueurs. Pour vous donner une idée, si les Yankees et les Athletics ont le même nombre de victoires sur une saison régulière, allez, 100 on va dire, il y a une équipe qui aura dépensé 1 million par win, tandis que l'autre 260 000 $. Et vous savez le topo.
Quand on n'a pas d'argent, on a des idées. On a le cerveau qui tourne à plein régime. Parce que Billy Beane, il a beau être le directeur de la 29e équipe qui a le moins de salaire. Les ambitions restent de gagner le dernier match de la saison. On reste aux USA, les propriétaires sont gourmands, les clubs qui ne sont pas des clubs d'ailleurs, ce sont des franchises. Et donc à tout moment, si tu n'as plus d'accord entre le maire, la ligue et les proprios, sur un point je ne sais pas, la construction d'un nouveau stade, elle part. Historique ou pas. Oakland a d'ailleurs été victime car les Raiders en NFL, ils sont maintenant basés à Las Vegas. Mais bon bref, je m'écarte encore une fois du sujet, venons enfin à cette saison des Athletics. Oakland vient de faire une grande saison. Ils ont eu 103 victoires pour 59 défaites, ont le second meilleur bilan de toute la ligue. Mais problème, ils ont perdu en division face aux Yankees 3 matchs à 2. Billy Beane, ça a beau faire que 3 saisons qu'il est là, ça l'énerve. Non seulement car il savait qu'il avait une équipe de crack, mais surtout, comme il avait une équipe de crack, il ne pourra pas garder ses stars qui seront dépouillées par toutes les grosses têtes de la ligue. Il doit donc reconstruire le même effectif, avec les mêmes moyens, pour le même objectif. Mais en ayant très peu de chances de réussir, car on ne peut pas créer des miracles tout le temps. Chaque année, il doit reconstruire un groupe, comme Pablo Longoria avec l'OM, sauf que Billy Beane, il ne fait pas par conviction, mais bien par obligation. Le baseball est un sport plus difficile que ça en a l'air. Si c'était seulement un lanceur, un frappeur, 4 bases avec des défenseurs qui font une sorte de défense de zone avec comme objectif premier d'empêcher les frappeurs d'aller de base en base durant 9 manches, tout le monde ferait de la tech. Et le baseball serait beaucoup plus démocratisé dans notre pays. Billy Beane sait qu'il doit réfléchir plus que les autres, qu'il ne peut pas payer les joueurs comme il le veut, et cela tombe bien, car il travaille dans l'environnement sportif le plus intéressant pour créer une équipe. Il était déjà convaincu par la sabermétrique. Tout d'abord, c'est quoi la sabermétrique? C'est tout simplement la traduction d'un match de baseball par des données chiffrées poussées, bien plus que seulement la moyenne au bâton pour un frappeur ou le ratio victoire-défaite pour le lanceur. Mais pour être validé par la direction, il a tout de même besoin d'un assistant. Le baseball est le sport le plus vieux aux États-Unis. Les recruteurs ont déjà des idées bien conçues pour construire leur équipe. Et même si la sabermétrique existe depuis les années 70, c'est pas du tout répandu dans la ligue. Les vieux de la veille pensent que c'est encore une idée farfelue de mathématiciens qui n'ont jamais touché une batte de leur vie. L'éternel débat de la modernité, du changement, si difficile pour notre confort, notre conscience, et surtout, il faut le dire, pour notre ego. Mais Billy Beane, il va le trouver cet homme, du nom de Paul DePodesta. DePodesta ne vient pas de nulle part comme veut nous le dire le film Moneyball où il est représenté par un certain Peter Brand. Oui, il vient d'Harvard. Oui, il a fait un master en économie. Mais il jouait déjà au baseball à l'université. Il connaît la pratique. Il connaît ses fondements. Il connaît son environnement. C'est un mec brillant, sans hésitation, qui est convaincu par le livre de Michael Lewis Moneyball et qui sait pertinemment que les franchises de la ligue majeure dépensent leur argent n'importe comment. Il gravera les échelons au fur et à mesure, comme Billy Beane, passant de développement des joueurs internes à recruteur chez les Indians de Cleveland pour devenir directeur général assistant chez les Athletics d'Oakland. Donc on a d'un côté un ancien athlète frustré qui déteste le monde du baseball, et un autre pas assez talentueux, mais dont les prouesses en mathématiques ont déjà fait leurs preuves. Ils ont l'intime conviction au fond d'eux-mêmes qu'ils vont faire changer les choses. Et vous savez quoi? Ils vont le faire. Ok, là on va juste rentrer 30 secondes dans la partie la plus technique de la vidéo. Mais c'est bien pour comprendre comment ils ont fait pour recruter leurs joueurs. Les équipes en 2001, selon Paul, elles recrutent des joueurs, des têtes. Or, pour aller en playoff, ils vont recruter des victoires. Jusque-là, tout à fait logique. Néanmoins, pour faire le plus de victoires possible, il faut faire le plus de runs possible durant toute la saison. Et pour que ces runs soient validés, il faut que les personnes arrivent à la base. Donc on ne recrute pas des personnes pour leur puissance de tir, leur moyenne au bâton, quel nombre de frappes effectuées par tentative. Non, rien de tout ça. Nous, ce que l'on veut, ce sont des mecs qui aillent à la base. L'humain est incapable d'émettre un avis clairement objectif, car entre en jeu la sympathie à un moment donné dans son propos. Et c'est tout à fait normal. Les maths, elles, sont froides, claires et objectives. Donc il faut maintenant trouver des joueurs qui ont un pourcentage à la base élevé, mais dont les équipes ne veulent pas, car elles n'ont pas vu ce potentiel. Maintenant, faisons connaissance avec les principaux personnages de cette équipe. Atterbury était un bon joueur, voire un très bon joueur des Red Sox. Il joue durant 6 saisons pour un total de 36 home runs. Problème, il a contracté une rupture névreuse au coude, ce qui m'a empêché fortement sa carrière, sachant que son poste est catcher. Il est tradé aux Colorado Rockies, qui le coupe 2 jours plus tard. Il est agent libre, sans équipe, il ne sait même pas s'il va retrouver un jour les terrains. Billy, lui, il voit toujours un potentiel. Il a un bon pourcentage de base, il coûte rien du tout, et il propose que l'on fasse jouer Atterbury première base en phase défensive car c'est le poste le moins mobile. David Justice est un joueur référence de la ligue. 3 fois All-Star, 2 fois champion. Il vient de faire sa saison référence en 2000 à 47 home runs. Bref, une star. Sauf que depuis, c'est plus le joueur qu'il était 2 ans plus tôt. À l'approche des 35 ans, il se blesse avant la saison 2001, qui entraîne une chute dans son rendement. La retraite lui tend les bras. Et il est transféré aux New York Mets, qui n'hésite pas une seconde à le transférer de nouveau au Oakland Athletics contre pas grand chose. Chad Bradford est là depuis plus de temps. 1 an exactement. Et on va dire qu'il y a une façon de lancer un peu particulière. Je crois que je n'ai pas besoin de développer plus. Jeremy Gumby, lui, c'est le petit frère de Jason Gumby.
la star des A's la saison passée. C'est également un bon joueur, qui va à la base, donc il intéresse forcément Oakland. Malgré son frère, personne veut de Jérémy, car il passe un peu trop de temps dans les boîtes de striptease. Mais ça, vous l'avez bien compris, cela ne rentre pas dans les critères de non-recrutement de Paul. Je vous spoil direct, il fera pas toute la saison. Les stats ne prennent pas tout en compte. Et l'émulation d'une équipe pour tirer le meilleur de chacun est quelque chose d'impossible à analyser. Jérémy était tout simplement un élément trop perturbateur. Que des mecs rejetés de la ligue. Ni plus, ni moins. Billy Beane et Paul DePodesta ont une pression folle au début de la saison. Il n'y a personne à ce moment précis qui les soutienne. Pas un. Que ce soit les journalistes, les dirigeants, le coach, les autres general managers. Personne. Tous ces individus sont juste en train de se dire qu'ils ont tellement pas d'idées, qu'ils ont trouvé l'argument des mathématiques, que les anciens n'ont en fait rien compris au baseball, alors que ça fait plus de 30 ans pour certains qui sont dans le milieu. Et en vrai, il faut les comprendre. Imagine, cela fait des décennies que tu fais ton job, et tu le fais plutôt bien. Tu es rodé, tu as l'œil, les connaissances, et tu as ce petit truc en plus que les recruteurs ont. Le flair. Et d'un coup, t'as ton chef qui te dit que ce que tu fais, c'est de la merde. Parce que tu comprends, il y a un gars d'Harvard qui a trouvé la formule magique. C'est compliqué à faire passer comme message. L'approche scientifique n'est jamais bien reçue dans le sport tant qu'elle n'a pas fait ses preuves. Et c'était déjà le cas en mars 2002. Le début de saison ne va pas donner des raisons d'espérer, mais ne va pas non plus donner des raisons de leur tomber dessus. Ils sont en 15-11 à la fin du mois d'avril, encore dans la course pour remporter la ligue. Pour le moment, pas de critique. C'est qu'un début de saison, il n'y a aucune conclusion à en tirer. Et mai arrive et là c'est la catastrophe. S'ils étaient donc en 15-11 le 30 avril, ils sont en 20-26 le 23 mai. Un 5-15 traumatisant qui va mettre en péril la stratégie du club. Les gens écrivent déjà au flop monumental de la science. Après on est en Amérique, il fallait pas s'attendre à autre chose. Dans un pays où c'est la déclaration la plus bête et inutile qui gagne et où la culture dans l'instant est à son paroxysme, c'est tout sauf une surprise. On rappelle qu'au bout de seulement 4 matchs, cela parlait déjà de buzz pour Victor Wembanyama. On rappelle que pendant 2008, c'était le Stade Paddle qui ferait jamais gagner son équipe. On rappelle que les Warriors en 2011, ce sont les vieux qui n'auront jamais recherché ne serait-ce qu'une finals. C'était impossible. Et par miracle, ces 3 phrases dites par des journalistes renommés ont été contredites. Les Américains aiment trop le show. Mais le show a parfois ses limites, et doser ses propos fait partie du métier. Surtout quand on regarde le calendrier d'une saison régulière de MLB. Quand la NBA a 90 matchs de saison régulière, ce qui est déjà très long. Trop long même pour certains. Le baseball en a le double à 2 près. Si la NBA est un marathon, la MLB est un ultra trail. C'est impossible entre avril et septembre que ton équipe ait 2 jours de repos. C'est impossible. Ce n'est pas concevable dans le calendrier de la MLB, et plus globalement d'une saison régulière de baseball. Déjà, tu comprends bien avec ce chiffre totalement effarant que le baseball ne peut pas être seulement analysé aussi simplement que le flair humain. Parce que 162 matchs, c'est 162 fois 9 manches. 162 fois où tu vois ton équipe attaquer et défendre durant 9 manches. C'est une vision à long terme qui doit être immense. Les fans de baseball, je ne sais pas comment vous faites. L'une des pires saisons de l'histoire a été faite par les Tigers de Détroit, avec 43 victoires pour 119 défaites. C'est colossal, c'est impensable, c'est horrible tout simplement. Les A's ne sont pas sur ce rythme-là, évidemment, mais sont tout de même derniers de leur conférence à plus de 13 matchs du leader. Les playoffs annoncés au départ sont très très loin, et je suis sûr de sources internes que la lettre de licenciement pour Billy Beane commençait gentiment à être écrite. Je pense qu'on est à l'objet. Genre, les Américains ne comprennent rien de mathématiques, c'est pour ça qu'on a créé MTV. Billy Beane, lui, il sait que la lettre va arriver. Alors il faut qu'il trouve des solutions. Jérémy, tu vas trop en boîte de strip. Apparemment, selon mes infos, celles de Philadelphie sont les meilleures du pays. Bon voyage vers la conquête de l'Est. Carlos Peña, je t'adore, t'es sûrement le meilleur joueur de notre équipe. Notre seule première base de notre roster. Mais les stats, c'est les stats. Et tu vois moins à la base qu'Atterbeck. J'ai beau dire à ton coach de ne pas te mettre titulaire, il ne comprend pas. Donc là, je t'envoie Détroit contre Peanuts. Je ne sais pas si le film retrace exactement la réalité. Mais si c'est réellement le cas, c'est grave. La stratégie la plus pragmatique de la ligue envoie ses 2 meilleurs joueurs, dont un qui a tout de même été recruté durant l'intersaison, sous le coup de l'émotion. Je ne sais pas si on se rend compte. Le coach qui voulait mettre Peña coûte que coûte, bah non en fin de compte. Tu mets qui tu veux, mais tu sais que j'ai le dernier mot. Voilà le message qui est envoyé par le directeur général. Le management est catastrophique et les résultats ne sont pas présents. Mais on parle quand même d'une saison historique. Et d'un point de vue positif. Les accomplissements vont arriver, ne vous inquiétez pas. Étonnamment, d'un seul coup, les résultats commencent à arriver en juin. On commence à avoir effectivement des séries de victoires. Après, vous allez me dire qu'il y a forcément des séries de victoires dans une saison à 162 matchs. Même les Wizards de cette saison, aussi nuls qu'ils sont, ont réussi à faire une série de victoires. Oui, mais à un détail près. Les séries de victoires au baseball ne sont pas issues totalement du hasard. Ce n'est pas comme au basket où un jour tout rentre et tu ne sais pas pourquoi. Le talent individuel compte énormément dans chaque sport. Mais la stratégie l'est tout autant au baseball. Je m'explique.
Le seul qui fait réellement un effort physique important est le lanceur. Le starter peut normalement lancer une centaine de fois durant le match et ne peut pas ensuite être starter durant 4 à 5 matchs d'un point de vue physiologique. C'est-à-dire que ton lanceur principal, le meilleur que tu as, commence seulement maximum 20% des matchs d'une saison. Il te faut donc d'excellents remplaçants, évidemment. On ne gagne pas de trophées sans de très bons remplaçants, mais il faut également adapter sa stratégie en fonction de ton lanceur, car c'est la pièce maîtresse de ton puzzle. Et quand tu fais 16 victoires sur 17 matchs comme les A's en juin, déjà de 1, c'est que t'es meilleur que ton adversaire. Mais surtout, t'es plus intelligent. Le mois de juillet ressemble plus à mai qu'à juin. Beaucoup d'irrégularités, des défaites évitables. La dure loi d'une longue et fatigante saison. Ils sont cependant toujours dans la course pour être le leader de leur conférence. Et c'est tout ce qui compte pour être qualifié en playoff. La saison jusque-là n'a rien d'exceptionnel à raconter. Les Athletics ne s'écroulent pas malgré la perte de tous leurs meilleurs joueurs, ok. Mais évidemment que cela ne mérite pas une vidéo à raconter. Pour pouvoir mériter une histoire entière sur toi, il faut un accomplissement exceptionnel. Et les personnes qui connaissent l'histoire ou qui ont vu Moneyball savent de quoi je vais parler. Un accomplissement exceptionnel. Quelque chose qui n'est jamais arrivé. Genre, un record. Swung, there's a drive the other way to left field, going deep. Nothing late. In front, lifts they score. A move straight burn. Tejada Ellis. Who's going to catch it? Ellis has got. There's a shot. The brooms are out. Fastball is caught by Long, and then he fired a strike to home. And the ball game is over. So he retires the last 25 batters. Back-to-back strikeouts, both on the same pitch to a slider down. And it is gone. John Mixon. Avery hits one. Deep to right center field. Races back. Guy with a run. Here comes and that's the sound of 14 straight consecutive victories for the Oakland Athletics on an unbelievable night when they lost an 11-0 lead, and now they win it. 20 victoires d'affilée. Du 13 août au 6 septembre, Oakland n'a pas connu la moindre défaite. On est évidemment sur la plus grande série jamais effectuée dans l'histoire de la Ligue américaine, pas de la MLB tout entière, mais tout de même. C'est l'événement qui fait basculer la saison dans une autre dimension. Il peut se passer ce que tu veux après. Tu perds en playoff ou pas, on s'en fout en fait. Au fond, la science a fait déjà gagner. Tu as le 29e budget, tu n'as pas un rond dans tes poches, tu n'as plus les stars de la saison dernière, tu recrutes des mecs dont personne ne veut par le biais des statistiques avancées, tu fais un très mauvais début de saison. Et en fin de compte, tu es l'artisan d'une des plus grandes séries de l'histoire du baseball. L'accomplissement est colossal. Et c'est encore plus intéressant lorsqu'on regarde la série plus en détail. Au départ, les victoires sont étriquées, pas plus de 2 points d'écart. C'est tout à fait normal. Tu viens de sortir de 2 défaites, t'es pas forcément en confiance, mais le résultat est le seul élément qui compte, et donc on retient seulement les victoires. La suite est une démonstration de force. 4 sweeps de suite face aux White Sox, Indians, Tigers et Royals. Les équipes en face vont être incapables de répondre face au rouleau compresseur. Et on commence à sortir les records au fur et à mesure. Celui de la franchise déjà, puis plus longue série de victoires depuis 25 ans, et enfin, on est en compagnie d'équipes mythiques comme les White Sox de 1906 ou les Yankees de 1947. Entre la 12e et la 17e victoire, ils ont besoin de 5 fois de faire rentrer leur finisseur qui est Cor. Cor est le meilleur finisseur de la ligue cette saison-là. Il est tout simplement imbattable. Et les 5 fois où il est rentré, il a conclu la partie 5 fois. Et les 3 derniers matchs sont les plus intéressants. Cor, de nouveau, l'habituel finisseur, va être starter 3 fois d'affilée. Cela ne se fait pas dans le baseball moderne. Surtout sur une saison régulière, où tu as le temps de faire opposer tes cadres, de rattraper ton retard. Mais surtout, car c'est pas son poste de base. Les starters marchaient très bien ce jour-là. Et sur ces 3 victoires, il n'y a personne qui est en finisher, malgré le score serré.
Les fans de baseball, vous savez ce que cela veut dire. Durant 3 matchs d'affilée, ils ont gagné à la dernière action. Face aux Twins, cela sera un home run avec 2 points supplémentaires. Le premier match face aux Royals sera une simple. Et pour le second, c'est un home run de Scott Hatterbeck, qui a été désigné à la dernière seconde par son coach, le même qui ne voulait surtout pas le mettre en première base durant toute la première partie de la saison, car il en a rien à foutre des stats. Et pour lui, Scott était tout sauf une première base. On pourrait dire que cela tient du miracle. Il y a des éléments qui nous prouvent cela. Mais quand tu formates ton groupe dans les moindres détails, ces derniers tournent généralement en ta faveur. La série de victoires prendra fin 2 jours plus tard face aux Twins sur un cinglant 6-0. Mais l'essentiel est ailleurs. Les A's se sont parfaitement replacés pour la course au playoff et ils vont terminer un mois plus tard premier de leur conférence avec seulement 4 matchs d'avance sur Anaheim. Billy Beane et Paul DePodesta viennent de faire ce qu'on appelle un exploit. Ils viennent de prouver que leur technique ne se pas sortie en tout 3 verres de whisky comme voulait le prouver toute la ligue, et au final que la différence de salaire est un frein considérable. Ne disons pas le contraire. Mais c'est pas une fin en soi. L'approche sportive changera considérablement suite à cette saison. Si on devait faire un rapprochement footballistique, Leicester est celui qui semble le mieux convenir, à la limite lancé il y a quelques années. La saison est cependant loin d'être terminée. Car si la saison régulière est un long plat que l'on déguste lentement, les playoffs sont le dessert tant attendu qui peut devenir très vite un cadeau empoisonné. Tout le monde a envie de jouer les playoffs. Évidemment, les ambiances sont différentes, l'intensité est différente, les enjeux sont différents. Tous les matchs sont en antenne nationale, et évidemment, soigneusement scrutés par des journalistes qui s'en donneront un cœur joie de critiquer longuement ton équipe durant des débats interminables si tu n'es pas performant. Il y a des carrières qui se font et se défont durant la post-season. Demandez à Bismack Biyombo ou Ben Simmons. L'adversaire sont les Minnesota Twins, le second tirage le plus facile possible. Tu es en playoff de MLB, tu as forcément une bonne équipe. Mais les Twins est l'équipe vainqueur d'une conférence avec le pire bilan, et ils ont encore de 3-6 face aux Athletics cette année-là. Si tu rajoutes à cela que tu as l'avantage du terrain, tu es Oakland, tu te dois de gagner et ne pas perdre au même stade que l'année dernière. Les Twins gagnent le premier match. Three just getting started. Then how about this? M-I-E-N-T-K-I-E-W-I-C-Z-H-R for home run. Doug McCavish. Now 5 for our pal. The hook for Hudson. 5 1/3, 8 hits, 4 runs. Ted Lilly facing Jock Jones. Jones driving him the other way. He's off the fence. Run scores just like that. We are all even in the top of the 6 at 5. Couple of batters later. Bases are Chuck Fukoski. Grounds one to first. Got one play. Take to the bag. Bottom 8. Barrel facing Tejada. JC that. Un match qu'ils doivent ne jamais gagner d'ailleurs. Les A's sont meilleurs globalement, je me répète, mais c'est vrai. Ils ont également de la ressource, car ils gagneront le second acte. That's down, and it's patriotic base hit. Is headed for the flag. Durham. Rounding third, headed for home. He is the brown-eyed handsome man. Second hit of the series for two. Puis le troisième à l'extérieur. Tonight, the A's up 6-3. Billy Koch trying to close it down. He's got 2 outs. Koski on the ground. Koski 1 for 5, hitting a .54. Il ne reste plus qu'un match pour avancer au tour suivant. Si on se réfère aux statistiques comme faisaient Billy Beane et Paul DePodesta, quand tu mènes 2-1 dans une série au meilleur des 5 manches, avec l'avantage du terrain, tu as 77% de chances de te qualifier. Donc tu te dois de te considérer en confiance. Les Twins vont faire une bouchée de toi au match 4. Oh, Schneike. Minkevich again. 2-run shot off Lilly. 3 for 4, home run. 3 RBIs. Yeah, the Twins packing their bags for home. So the rolls, what Travis does. Et vont conclure dans ton propre stade de façon clinique. Each of their last 6 postseason games when facing elimination, they won the series 3-2. Je suis malheureux de le dire, mais la magnifique saison des Athletics d'Oakland s'arrête là, au premier tour des playoffs. Après avoir vu plusieurs fois le film et fait toutes mes recherches, je me demande encore si la saison allait gâcher ou pas. En vrai, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Mis à part David Justice qui prendra sa retraite, les principaux acteurs de cette campagne resteront fidèles à l'équipe qui les a lancés ou relancés et auront de bonnes carrières par la suite. C'est en fin de compte Billy Beane qui a été le plus sollicité durant cette intersaison. Le recrutement clonesque de l'année précédente avait fait son effet. Et les Red Sox lui proposent $12 millions
ce qui ferait de lui le manager général le mieux payé à l'époque, tous sports confondus aux USA. Il a refusé, et resté lui aussi fidèle aux Athletics qui continueront à surprendre pendant plusieurs saisons. Billy Beane s'était juré de ne plus jamais faire un choix pour l'argent, et il a respecté son engagement. Et les Red Sox dans tout ça? Ils gagneront leur première série mondiale 2 ans plus tard, brisant une malédiction de Vienne de 64 ans, en s'inspirant fortement du modèle des Athletics, même avec 127 millions de masse salariale disponible. Et Paul DePodesta dans tout ça. Il deviendra en 2004 le 5e plus jeune directeur général de l'histoire à seulement 31 ans. Cela sert à un échec en partie. Mais il a bien rebondi, car il travaille aujourd'hui pour les Cleveland Browns en NFL, qui s'est fortement intéressé à son travail. Tout le monde a gagné en fin de compte dans cette histoire. Le baseball premièrement, Billy Beane, Paul DePodesta, Scott Atterberg, David Justice, les fans, la MLB, tout ce que vous voulez. Mais en fin de compte, le principal gagnant dans cette histoire, ne serait-ce pas la science ?